Salut à tous, c'est Greg. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment réaliser une animation pour une intro d'une chaîne YouTube, par exemple. Alors, je sais que le sujet intéresse quand même pas mal de monde. Cette fois-ci, on va regarder comment effectuer ça avec un logiciel d'animation qui est gratuit. En l'occurrence, il s'agit de Blender. Cet outil va vous permettre d'animer une scène 3D afin de vous permettre de réaliser un titre, par exemple, qui sera animé et qui fera une très bonne intro pour une chaîne YouTube. Voilà. Alors, on va commencer directement. Donc, je précise qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau vraiment avancé pour ça. Donc, je vais vous lancer déjà l'animation parce qu'en réalité, on va parler d'une manière. Il y en existe plein. On peut acheter des templates sur Internet qui fonctionnent très bien avec le logiciel After Effects. Il y a pas mal de monde qui fait ça. Mais je trouve que c'est assez intéressant aussi de tout réaliser par soi-même. Et ça permet surtout d'apprendre à utiliser un logiciel 3D. Je vais vous présenter surtout la manière dont j'ai conçu mon animation, ce qui vous donnera peut-être des idées pour réaliser la vôtre. Donc pour commencer, on va ouvrir le logiciel. Donc là, j'ai déjà un fichier préenregistré, on va déjà commencer avec la version terminée, et puis ensuite on va pouvoir regarder un petit peu les différentes étapes qui sont nécessaires pour réaliser cette animation. Voilà. Alors on arrive dans Blender, donc je vais l'ouvrir aussi de manière neutre, afin de vous montrer la différence. Donc quand on arrive dans le logiciel, on a une caméra de base, donc ceci est une caméra, une lumière et une timeline d'animation. Disons que ça ressemble un petit peu à une timeline de logiciel de montage, ça nous permet d'évoluer dans le temps. Et dans la version finie, on a ceci. Donc là, j'ai le titre gregdesign.ch qui est en fait simplement le nom de mon site. Et donc j'y ai effectué une animation au niveau des lettres. Voilà, je trouvais ça simple. Il existe pas mal de manières de faire évoluer le design d'un objet dans Blender sur le temps. Ça, c'en est une que j'ai choisie personnellement car j'aime bien tout ce qui est un petit peu cubification comme ça. J'ai trouvé ça assez fun, donc j'ai utilisé cette méthode-là. Mais évidemment, il existe plein de techniques avec notamment le système de particules qui est vraiment poussé. Peut-être que je referai un autre tutoriel avec cette méthode-là qui offre encore plus de possibilités. Mais disons que là, on est relativement dans la simplicité. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si pour l'instant on ne s'intéresse pas trop au node compositing, mais plutôt à la scène 3D, donc on voit que j'y ai plusieurs caméras. Voilà. J'ai une source de lumière. J'ai un objet ici et un sol qui permettra de faire un petit peu le fond blanc avec l'ombrage. Et donc je lui ai demandé un petit peu sur le temps d'évoluer dans la forme. Regardons plutôt la scène et lançons un petit peu l'animation. Donc là, si je recommence au début, on voit qu'on a une forme relativement primaire et qu'on va sur une forme un petit peu plus définie. Là, en l'occurrence, le logo tel qu'il est à la fin, terminé, et qui représente ce qu'il doit représenter, définitivement. Si j'arrête l'animation, je vais me promener un petit peu. Voilà, on voit qu'on s'arrête sur une forme qui est encore pas très définie, mais c'est pas grave car à la distance où se trouve la dernière caméra, celle-ci en l'occurrence, si je jump à l'intérieur, eh bien, on voit un petit peu la résolution du logo, mais par la suite, ce que j'ai fait moi au niveau du logiciel de montage, c'est que j'ai mixé la version pixelisée et la version lissée, ce qui m'a permis de faire un fade entre les deux et qui marche assez bien. Donc c'est pas dans le logiciel 3D lui-même qu'on a fait cette transition du pixelisé au non pixelisé, c'est par la suite dans le logiciel d'assemblage. Petite note en passant, Blender permet aussi de faire du montage. Donc si on va dans vidéo editing, ici on a un logiciel de montage, on peut tout à fait assembler par la suite nos séquences et les mixer, etc. Moi j'ai préféré le faire ailleurs, mais je réaliserai probablement un tuto aussi sur cette section-là qui est vachement intéressante, surtout car c'est un logiciel open source et vous êtes nombreux à utiliser des logiciels de montage, alors pourquoi pas utiliser du gratuit, surtout quand on commence une chaîne YouTube. Donc on va commencer dans un espace de travail vierge. Pour ajouter un titre, on va utiliser la combinaison de touches Shift et A, qui va nous ouvrir un petit menu et donc on va ajouter du texte. Donc je vais le mettre en position, enfin j'aime pas être dans ce sens là, je vais faire avec la touche R, rotation Z pour définir l'axe Z, 90 degrés
pour l'angle. Là je valide avec la touche Enter et donc je me retrouve avec mon texte dans le bon sens. Donc on a déjà un bon début, on a un texte qui va nous permettre d'être édité et d'y marquer n'importe quoi. Donc là en l'occurrence je vais y remarquer ce terme et je vais, en allant dans les propriétés du texte, voilà, ici, lui donner une épaisseur. Voilà, comme ça on est sur de la 3D. Donc, je ne vais pas refaire exactement mon animation, mais je vais vous donner un petit peu toutes les clés pour reproduire ce type d'animation. Voilà, donc on voit avec l'éditeur de texte générer un mot ou une phrase, et on peut lui donner une épaisseur. Donc là c'est peut-être un petit peu beaucoup, donc je repasse sur le profil et je viens m'aligner vers le bas. Avec Shift A je rajoute un sol, un plan, et avec la touche S je vais le scaler. Donc ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on a un texte en relief posé sur un sol, et en tapant sur la touche, ou peut-être plus simplement en cliquant ici dans les touches d'affichage, ici on peut mettre rendu, et on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Alors là vous remarquerez que c'est vraiment pas très beau aujourd'hui. Bon, ça c'est l'ancien moteur de rendu qui est affiché par défaut, qui est utilisé par défaut. On va passer dans le logiciel Cycle, qui est le nouveau moteur de rendu de Blender depuis quelques années déjà, et donc lui est un petit peu plus photoréaliste. Donc on a une scène là somme toute relativement moche, mais c'est pas grave, c'est déjà un bon départ. Là de ce que je peux voir, c'est que j'ai un relativement bon lissage d'origine sur les caractères. Suivant la distance à laquelle on regarde, ça peut tout à fait suffire. Voilà, on voit que ça suffit largement, on n'a pas besoin de lisser beaucoup plus les caractères, on voit pas d'escalier, rien du tout. Pour ma part, ça ira très bien, je vais l'utiliser tel quel. Et je vais utiliser un modifieur, ici, modificateur, qui nous permet de transformer un objet, ici, de le remécher. Alors là, c'est vraiment pas très réussi, parce qu'en fait, on va demander des blocs. Il nous a transformé notre objet, qui là en l'occurrence c'est du texte, un titre, en petits blocs carrés. Et on va définir une nouvelle résolution. Plus j'augmente la résolution, plus je vais me retrouver avec un objet qui va ressembler à mon texte de départ. Là on doit enlever, décocher cette coche qui nous permet d'enlever toutes les parties qui ne sont pas attenantes, qui ne se touchent pas. Ce qui fait que là je vais me retrouver avec mon titre visible, sinon il va m'enlever la plupart des parties qui ne sont pas raccordées. Voilà mon titre, en petit carré. Si j'affiche avec la touche Z, on peut passer en mode transparent ou en mode shading du viewport standard. Là on voit qu'on arrive déjà un petit peu plus à lire mon titre, et si je le subdivise encore un petit peu, on arrive définitivement carrément à le lire. Alors l'idée, c'est que sur le temps, on va animer ce paramètre de cubification afin de nous donner un petit peu le même effet qu'on peut observer ici dans ma version. Ok, si je la raffiche, voilà. Alors là, en réalité, j'ai deux paramètres qui sont animés. Voilà, j'ai la définition et j'ai le scale, ce qui permet en fait d'avoir un titre qui bouge tout le temps, sinon je vais avoir que des étapes brutales. Moi je voulais absolument pas d'avoir ces étapes brutales, je voulais que le titre bouge systématiquement, et pour ceci je vais utiliser aussi le scale sur toute la durée de l'animation. Ici on peut voir les étapes de la résolution qui touchent à la résolution de l'objet, 3, 4, 5, etc. Et on voit aussi les étapes du scale qui sont animées. Donc, si je reproduis ceci dans notre version d'essai, je vais me mettre à 0 et je vais lui demander d'avoir une résolution relativement faible, de 2, un petit peu comme le mien. Donc je vais commencer sur un cube. Pour l'instant il ne va rien se passer, j'ai rien animé. Donc ça nous donne l'occasion de découvrir comment on anime des paramètres dans Blender. Pratiquement tous les paramètres de Blender sont animables. Donc je vais ici toucher, me mettre au-dessus de la fenêtre de paramètres, et je vais utiliser la touche I qui va nous ajouter une clé. C'est-à-dire à ce moment précis, je veux que tu maintiennes le nombre de 2 unités, et j'aimerais
qu'à un certain stade, tu changes de paramètre. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais ajouter une fenêtre avec, en passant sur l'intersection des deux espaces de travail. Je vais cliquer de droite et je vais demander un split. Ici, je vais changer d'espace de travail et demander le drop sheet qui va m'afficher les clés. Ce qui est plus facile à travailler évidemment que là où on n'a aucune interaction possible avec les clés, alors que là, on peut tout à fait, avec la touche G, les déplacer. Je vais demander qu'après quelques secondes, je change de paramètre. Donc je vais dépasser les 30 secondes et je vais aller, toujours en cliquant sur l'objet, aller changer de paramètre. Donc là, je passe à 3 et donc je vais lui demander de l'enregistrer. Voilà. On voit qu'on change de paramètre. Et c'est animé, c'est enregistré dans Blender. Donc je vais le laisser dans cet état un petit moment et je vais passer à 4. Et je vais demander d'enregistrer. Donc jusque là, on est à 2. Là, on va passer à 3. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de le bloquer sur un paramètre. Donc je vais dupliquer cette clé avec la touche Shift D. Et je vais venir, voilà, le maintenir jusqu'à ce que je décide de le changer. Donc on va continuer. Je vais dupliquer ce paramètre le temps de la durée que j'aimerais le maintenir, lui changer de paramètre, on le redéfinit encore plus, on pèse sur la touche I afin de lui enregistrer le paramètre. Voilà, donc je vais redupliquer ça, changer de paramètre, enregistrer, dupliquer, Shift D, déplacer mon curseur, changer de paramètre, I, et on va faire ça jusqu'à ce que la résolution soit suffisante. Peut-être encore un. Ok. On a toute notre animation. Alors tout ceci n'est pas planté dans le marbre, hein. On peut tout à fait retravailler par la suite en redéplaçant les timings. Donc je peux tout à fait sélectionner l'ensemble des clés avec la touche B, ça me donne un sélecteur rectangulaire et je vais pouvoir déplacer l'ensemble de mon animation. Là, je vais essayer de faire un début qui soit à peu près la même durée que le reste. Et je peux aussi, donc si je l'appelais maintenant, alors pour player une animation, c'est la touche combinaison Alt-A qui va lancer le player. Moi, j'ai été dans les options de préférence pour le mettre sur la barre d'espace parce que ça correspond un petit peu plus au logiciel de montage traditionnel. Donc avec la barre d'espace, moi j'arrive à player l'animation. Ce que je préfère, c'est plus simple, mais sinon c'est la combinaison Alt-A. Ok, donc là on voit qu'on a un relativement bon timing. C'est peut-être un petit peu rapide pour animer encore des caméras le long de cette animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner, j'ai toutes mes clés sélectionnées et je peux me mettre à un endroit spécifique comme point de départ pour changer l'échelle de toute l'animation. Pour ça, je vais utiliser la touche S qui va me changer l'échelle de mon animation. Donc j'ai envie que ce soit plus rapide. Je vais m'y prendre comme ça. Et donc là, on est plus rapide. Ou alors plus lent. Et je scale en m'éloignant et ça va m'allonger mon animation. Donc on voit le nombre de frames hein, là en bas. Et là, on s'aperçoit qu'on est relativement plus long. Actuellement, mon animation est sur 340 frames, ce qui est pas mal. À savoir que peut-être si on veut une animation de 10 secondes, évidemment, on va se tenir sur 250 frames à 25 images par seconde, on aura 10 secondes. Alors maintenant, on a un changement d'étape, mais c'est pas suffisant. J'ai envie que toute cette animation, tout ce matériel soit en mouvement durant toute l'animation. Sinon, j'ai des temps morts. Donc ici, j'ai un temps mort, temps mort, temps mort. Donc j'aimerais que tout ceci soit animé. Alors là, je vais animer le paramètre de scale. Au tout début, je vais le laisser d'origine. Donc je clique sur I. Et à la fin, je vais l'affiner. Je vais le réduire. Donc je peux le mettre à 0,5 par exemple. Et là, j'enregistre une clé tout à la fin. Donc on voit qu'il nous a refait une nouvelle ligne qui va donc concerner les keyframes uniquement de ce paramètre là. On voit qu'on a une différence entre les clés qui sont là, donc ça sont les lignes de changement de forme, et là on a le changement du paramètre de scale.
Si je play mon animation, on voit que j'ai un mouvement continuel du logo. Ce que je préfère personnellement, mais après c'est encore un choix personnel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une caméra. Alors en fait, on n'a pas besoin de rajouter une caméra, on a déjà une caméra d'origine. Avec la touche 0, je vais me retrouver à l'intérieur. Et avec la combinaison de touches Shift F, je vais pouvoir me déplacer avec la caméra à l'intérieur. Donc en utilisant la souris, simplement en me déplaçant gauche-droite, je vais regarder de part et d'autre. Et en utilisant la molette du centre, je vais pouvoir, en touchant la molette du centre, je vais pouvoir zoomer, me déplacer à l'intérieur de la scène. Pratique pour des petites visites rapides d'architecture, etc. Et en maintenant le bouton central de la souris appuyé et en faisant des translations latérales, je vais pouvoir me déplacer dans l'environnement. Alors ça demande un petit peu d'entraînement, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est vraiment chouette de pouvoir aller déplacer pour se mettre dans un nouveau point de vue, par exemple. Donc Shift F, je vais simplement m'orienter comme ça, me redéplacer, et disons que j'ai envie de commencer mon animation en regardant mon objet comme ceci. Ma position caméra étant faite, et en étant dans le viewport dans la vue 3D, je vais utiliser la touche I. Et donc là j'ai un nouveau petit menu qui va me proposer d'enregistrer plusieurs paramètres à la fois, ou un seul, que la location, qui est en fait la position de la caméra, ou ses informations sur la rotation, ou son scaling, etc. Alors moi ce qui m'intéresse là, dans ce cas-là, c'est la position et l'angle de rotation de la caméra. Donc je vais enregistrer ces deux paramètres, et si j'avance dans l'animation, eh bien je vais déplacer ma caméra, toujours avec Shift F pour me déplacer. Je me retrouve par exemple au-dessus, comme ceci, voilà, pas trop, mais comme ça, et là, je retouche sur I, Lock Rotation, et normalement, j'ai un mouvement de caméra enregistré. Ce que je vais faire ensuite, c'est le dupliquer un petit bout pour faire du statique sur quelques secondes. Donc on voit que mon logo bouge toujours, et c'est ça qui est intéressant, alors que ma position de caméra a stoppé. Et là, je vais amorcer un autre mouvement de caméra. Donc, par exemple, là, je vais me retourner sur moi-même. Donc, il faut faire plusieurs essais. Hein. C'est vraiment en tâtonnant qu'on arrive à des bons résultats. Là, je vais me déplacer de nouveau. Et puis, je vais peut-être le regarder comme ça. On peut peut-être même rezoomer vers lui pour aller voir des détails. Hein. Ça, on peut faire aussi des angles de coupe. Ça, on va le voir plus tard. Donc, ici, je vais enregistrer une nouvelle position. Voilà. Mon début, là je viens sur ma forme. On voit bien que les petits carrés se redéfinissent. Et je vais tourner sur la partie du début. Donc ça, je vais simplement dupliquer, Shift D, je reduplique mes clés, je me déplace. Et là, je vais peut-être revenir sur un plan un petit peu plus global. Ce qui va me permettre de mieux lire mon logo. Voilà. Je viens sur le général. Là, je le maintiens peut-être un peu comme ça. Et là, je vais finir sur un point de vue bien vertical. Plus ou moins. Alors, si on veut être parfaitement vertical, on peut s'aider de quelques menus. Si je tiens donc mon objet ou ma caméra, j'ai d'autres paramètres qui apparaissent. C'est toujours contextuel dans Blender. Donc ici, je sélectionne ma caméra. Ici, j'ai accès aux angles. Alors, je vais lui mettre 0. 0. Et 90. Voilà. Donc là, on est parfaitement vertical. Il reste encore à savoir, en se déplaçant, donc avec la touche G, il va falloir le centrer un peu. Et là, je vais lui planter une clé et la dupliquer pour avoir du statique. Donc on revoit l'animation. Ah oui, à 250, on s'est arrêté. Alors je vais demander d'avoir encore un mouvement avec la clé de scaling jusqu'à la fin. C'est vrai que là j'ai prolongé un petit peu. Et donc Blender va faire reboucler au début de l'animation, donc il va falloir lui dire qu'on aimerait un petit peu plus de clés. Là, en l'occurrence, 300.
Je vais retourner dans les paramètres généraux du rendu. Accessoirement ici on peut passer en GPU, ce qui fait qu'on va accélérer la rapidité de calcul. Pour ceux qui ne connaissent pas Cycle, Cycle peut déporter les calculs sur la carte graphique, ce qui accélère incroyablement la vitesse de rendu. Là on peut passer en 25 images par seconde et j'aimerais juste lui dire que je veux 300, peut-être 320 images pour la totalité de mon animation, ce qui fait que j'aurai vraiment une partie qui n'est pas animée à la fin, ce qui peut être pratique pour faire la fameuse transition. Maintenant, si je reprends un petit peu ici, je vais revoir ma fin. Et voilà. On a réalisé l'objet, on lui a donné une épaisseur, donc le titre, on lui a donné une épaisseur, on lui a modifié les paramètres qui changent son apparence, on les a animés pour avoir un changement de cette fameuse apparence sur l'échelle du temps, en l'occurrence là sur 300 images. On a créé une caméra qui existait déjà par défaut dans la scène Blender. On peut en rajouter pour avoir des plans de coupe. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une caméra. Donc avec la touche Shift A, je vais ajouter une caméra. Voilà, elle est ici. Je peux passer en mode ici local pour redresser, en tout cas pour avoir les gizmos de déplacement qui sont alignés avec les axes caméra, ce qui est pratique pour lui permettre de faire des rotations, etc. Donc ça c'est encore un autre moyen de déplacer la caméra. On a vu le mode où on la déplace depuis l'intérieur de la caméra, et là on a le moyen de la déplacer depuis l'extérieur de la caméra. Les paramètres de cette fameuse caméra se trouvent ici. On va avoir le focal length. Si je vais à l'intérieur avec la touche, cette fois-ci pas 0, puisque 0, je vais me retrouver dans l'autre caméra qui est déjà animée. Si j'ai envie de me retrouver dans la caméra la nouvelle qui n'est pas animée, je vais faire la combinaison CTRL 0. Donc on peut voir qu'ici, on a la caméra active, le petit triangle qui est au-dessus est plein. Et ici, il est vide. Donc ça nous montre quelle caméra est en train d'être active pour le rendu final. Alors maintenant j'ai envie de me rendre dans celle-là, je fais CTRL 0. Et là je suis à l'intérieur de la nouvelle caméra. Si je déplace ma barre d'animation, j'ai absolument aucun mouvement de cette caméra. Alors je vais pouvoir déjà changer aussi son paramètre d'ouverture focale. Donc là je vais élargir si j'ai besoin pour aller, je sais pas, vers le fisheye par exemple. Ça peut être marrant, ça peut donner des plans qui sont assez saisissants, surtout si on est près des objets. Ça peut donner des rendus un petit peu architecturaux. Et sinon je peux partir en téléobjectif un peu plus comme ça, pour bien cibler mon sujet, pas avoir trop d'éléments de décor. Donc ça, c'est de la théorie de base en photographie. Donc si je me mets assez ouvert comme ça, un peu en fisheye, je peux tout à fait déplacer ma caméra. Donc là, on voit qu'elle a changé d'aspect aussi pour illustrer le fait qu'elle est en grand angle. Je vais changer aussi mon gizmo de mouvement. Voilà, pour l'orienter. Et ce que je peux faire, c'est subdiviser de nouveau la fenêtre et cliquer pour voir ce que la caméra regarde. Ce qui fait que je vais pouvoir la déplacer tout en voyant ce qui se passe à l'écran, sur l'écran de gauche. Donc on peut avoir une partie du film qui serait intéressante de montrer comme ça. Là c'est pas le cas, mais encore une fois c'est des clés que j'essaie de transmettre pour permettre de trouver des idées d'animation de logo, etc. Donc là on voit que le logo bouge vu depuis le sol et de manière un petit peu architecturale. Ça peut donner des idées. Je sais pas si on a un logo par exemple avec des arbres, de la nature, etc. Ça peut être intéressant d'être plus immergé à l'intérieur de l'univers de ce logo pour donner un plan vraiment avec un aspect très différent de celui d'origine. Donc là je vais revenir sur un paramètre beaucoup plus standard, peut-être 35. J'ai un petit peu plus l'habitude d'utiliser le 35. En tenant Shift et en recliquant sur un autre gizmo, on peut additionner les gizmos de déplacement. Alors ce qui fait qu'on n'a plus besoin de les changer. Donc là je fais du mouvement translationnel. Et là, je fais du mouvement rotatif. Voilà, disons que j'ai besoin d'un point de vue qui va se déplacer le long du logo pendant l'animation. Alors je vais animer depuis le début. Je vais planter une clé Location Rotation. Et à la fin de l'animation, je vais me retrouver à la fin du logo. Et là, on a un mouvement qui se déplace tout le long. Voilà. Ça peut être utile pour avoir un plan de transition d'une des caméras à l'autre. Évidemment, on peut s'amuser à rendre une partie de l'animation. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est rendre toute l'animation de la caméra 1 et rendre uniquement une partie de la caméra 2.
Par exemple, voilà, cette partie-là, on pourrait rendre que cette partie-là pour pouvoir l'ajouter après dans l'animation dans le programme de montage. On peut aussi, mais ça j'avais fait un autre tutoriel qui permet de comprendre comment on change avec le logiciel d'animation. On peut ce qu'on appelle binder les caméras, c'est-à-dire dire à un moment de l'animation tu utilises une caméra et à un autre moment tu utilises une autre. Pour ce faire c'est très simple. Donc là on va pas le voir vraiment en détail, juste rapidement. Disons que sur le début de l'animation j'aimerais cette caméra là. Alors je vais définir ici avec la touche M un marqueur. Et à partir d'ici, je vais replanter un autre marqueur. Je vais changer de caméra. Revenir sur mon autre caméra pour terminer mon animation. Alors tout ce que je dois faire, c'est simplement sélectionner mon marqueur, sélectionner ma caméra. Et avec la touche CTRL B, je vais binder la caméra sur mon marqueur. Même si l'autre caméra est active, au moment où l'animation démarre, c'est automatiquement cette caméra-là qui devient la caméra principale. À partir de là, de ce marqueur-là, j'aimerais que ce soit l'autre caméra. Donc je sélectionne l'autre caméra, le marqueur, CTRL B, et j'ai bindé l'autre caméra sur le marqueur. À partir de ce marqueur-là, je vais sélectionner ma première caméra et lui demander de redevenir la caméra principale. Donc CTRL B, il faut être dans la timeline quand on fait le CTRL B. Et voilà, et c'est de nouveau l'autre caméra qui redevient la principale. Jusqu'à la fin de l'animation. Donc si on va regarder ce qui se passe au niveau de la vue caméra, donc on commence avec ce plan, toujours et encore, et quand on arrive au marqueur, tac, on a un plan de coupe qui est automatiquement donc programmé et demandé à Blender, jusqu'à la frame 131, où on revient sur le plan général, qui va terminer l'animation. Évidemment, il faut tester plein de choses, rajouter peut-être plein d'autres plans de coupe de caméra, et c'est vraiment un très bon moyen de faire du multicaméra et de le programmer, comme ça on n'a plus qu'à cliquer sur la touche render et on a toute l'animation qui se rend. Alors maintenant on va regarder un petit peu au niveau de l'éclairage, parce que là on a un éclairage qui est vraiment ultra basique. Alors ce que j'ai fait dans ma version à moi, premièrement, j'ai ajouté un sun. Donc là je vois que j'ai un sun, voilà, rien de particulier, un peu de force, il est tout blanc. Alors on va faire exactement la même chose, hein. Pour ceux qui ne savent pas ajouter un sun, donc avec la touche G, j'ai sélectionné ma lumière, je la déplace. Et alors ce qu'il y a de bien dans Blender par rapport à d'autres softs, c'est qu'on peut transformer la lumière qui existe déjà dans la scène en un autre type de lumière. Simplement ici en changeant le type de lumière. Pas besoin de l'effacer et de recréer une nouvelle. Là on voit que j'ai une lumière qui est ultra directionnelle, donc ça c'est le symbole de sa direction. Je vais lui donner un angle avec la touche R, rotation, ou alors je peux me servir des gizmos, mais je vais utiliser plutôt la touche R, que j'aime bien. Voilà, je lui donne un angle assez à plat, comme ça. Et le size, on va le mettre à 0,02, un peu de puissance, voilà, sur 4. Et là, on va retourner dans la caméra, aller un peu en avant dans l'animation, et voir un petit peu l'aspect. Alors je remarque déjà quelque chose, c'est que bon bah déjà j'ai des ombres qui sont un peu couchées, c'est très intéressant, c'est plus graphique déjà, mais mon logo ne touche pas le sol. Alors je vais remonter un peu le sol. Voilà, G, Z. Et je viens carrément toucher le logo pour être sûr que j'ai le contact. Donc si je refais un rendu, c'est bon, je touche le sol. Alors on a des petits trucs intéressants comme ici le résultat de l'illumination globale qui fait des rebonds de lumière et qui vient éclairer le sol. C'est très chouette. Ici on a les paramètres d'environnement, on peut mettre ce qu'on appelle des maps d'éclairage, HDR, etc. Donc là en l'occurrence moi j'ai que du blanc, je voulais un truc tout simple. Donc dans mon environnement, je vais aller mettre du blanc. Voilà, pas trop fort. Ok. Peut-être un peu fort. Cycle nous permet d'avoir un rendu en temps réel, donc si je change un petit peu mes paramètres, ici par exemple la couleur, je vais avoir un changement direct dans le viewport de l'aperçu du rendu. Voilà. Et dans l'autre, on a du blanc, etc. Alors là on voit que mes lettres elles ont une apparence métallique, c'est ce que je vais essayer de rendre dans la nouvelle scène. Pour ça on a touché à ce qui s'appelle les matériaux. Là je vais me prendre une nouvelle fenêtre. Donc ce sont différents espaces de travail, hein,
C'est comme ça que Blender fonctionne, c'est assez chouette. Et on peut les remanier à volonté, les diviser, les réassembler. Je reprends ma scène 3D générale. Et là, je vais afficher plutôt les matériaux. Voilà. Donc, on voit que mon logo, c'est simplement du glossy. Je vais faire exactement la même chose dans cette scène-là. Donc je vais sélectionner. Donc c'est pas parce qu'on est dans une fenêtre active en termes de rendu qu'on peut pas sélectionner les objets. Hein. Là, on voit très bien. Si je libère un peu d'espace, on voit très bien que je passe d'une sélection du texte à une sélection du sol, sans problème, même dans la fenêtre de rendu. Alors on va afficher aussi les matériaux là-dessous. Alors actuellement, il n'y en a pas sur le texte. Donc sur le sol, je vais en créer un. Et sur le texte, je vais en créer un. Du simple blanc, on va effacer. Et donc on voit que là, il passe au black. Je vais aussi avec la touche Shift A, cette fameuse combinaison qui nous permet de rajouter des objets, je vais rajouter un matériau. Shift A, Shader. Et on a vu qu'on avait du glossy, c'est-à-dire du miroir. Si je le branche dedans, actuellement j'ai un effet, voilà, justement un petit peu métallique. Plus il est à 0, plus on a du miroir. Donc là, c'est vraiment pas très joli. C'est du 100% miroir. Et plus on va monter dans les paramètres jusqu'à 1, et plus on va rendre la réflexion diffuse, c'est-à-dire floue. Donc moi, j'aime bien le paramètre à 0,1. Ça nous permet d'avoir un aspect très sympa. Donc là, on voit que le logo a de la réflexion, mais qu'elle est un petit peu floue. Ça donne un petit effet un peu éloxé comme ça, qui est très agréable. Si j'anime, on va voir que le rendu se rafraîchit à mesure. Hein. Très pratique, ça, dans Blender. Vous voyez que c'est très simple de créer un matériau qui se comporte avec des reflets. Dans Cycle, c'est vraiment simple et ça marche relativement bien dans l'aspect. Je vais juste parler rapidement des paramètres de rendu. Ce qu'on aimerait, c'est que ça aille relativement vite. Je vais réduire le nombre de rebonds, maximum à 3, minimum à 1, la diffuse à 3, 3, 3, ici 5. Donc ça, c'est vraiment les paramètres que j'utilise habituellement de manière basique pour aller vite en rendu, mais quand même avoir des résultats avec de la global illumination qui fonctionne super bien, mais qui ne soit pas trop consommatrice de temps de rendu. Donc ça, c'est dans les paramètres Light Pass, dans la fenêtre de rendu générale. Ensuite, dans les performances, sur carte graphique à 256, c'est la dimension des tiles, donc des capsules qui effectuent le rendu en même temps. 256 est un très bon paramètre sur la plupart des cartes graphiques du moment. Alors le sampling pour un titre comme ça, il faut monter sur du 700 peut-être, simple. Donc ça c'est le raffinement, c'est la capacité du logiciel, c'est le temps de travail qui va faire qu'on va raffiner de plus en plus l'image jusqu'à ce qu'elle dégranule et qu'elle soit de plus en plus propre, enfin dite de production. En preview à 32, on voit qu'on a beaucoup de grains, et à 700 par contre, donc si je monte par exemple en preview, ici, je continue de le laisser travailler et il va raffiner, raffiner, raffiner jusqu'à ce que ce soit fait. On va le laisser à 20. Ça permet de bouger et qu'il ne soit pas tout le temps en train de calculer. On voit qu'à 20, ici, il s'arrête et je peux de nouveau faire quelque chose. Donc, si j'ai qu'une seule carte graphique, c'est beaucoup plus bénéfique de baisser un petit peu ces paramètres de preview et de monter évidemment ceux pour le rendu. Alors, si on a encore du grain, ça dépend des circonstances de la scène. Il faut monter le sampling pour le rendu. Et alors là, il y a un petit paramètre miracle qui est assez essentiel. Alors le clamp direct, moi je le mets à 3 et le indirect à 1. Et là qu'est-ce qu'on voit? On a nos petits points blancs qui ont disparu, donc on les appelle les fireflies. C'est justement quand on a de la réflexion dans une scène, on commence à avoir des petits points blancs comme ça à cause des pixels qui dépassent les valeurs de blanc, d'après ce que j'ai vaguement compris. Donc là on a simplement une espèce de filtre de coupure de cette valeur maximum de ces petits pixels qui sont brûlés à cause de l'algorithme de rendu. En diminuant la réflexion indirecte au rendu, on va diminuer les fireflies. Donc si je les mets à 20, on voit qu'ils sont très nombreux et ça peut prendre des blindes pour les calculer. Alors moi je les mets à 1 et j'ai jamais de problème. Firefly résolu. Ici donc j'ai la taille de sortie, donc je veux de la Full HD, je vais le mettre à 100%, ce qui fait que je vais avoir une image 100%. Donc c'est un paramètre qui est super pratique, qui évite de chaque fois tritouiller au détail la valeur de largeur, de hauteur en pixels de la fenêtre. On peut faire des essais par exemple à 30% pour voir ce qui se passe. Donc si je fais un rendu F12, il va me calculer uniquement 30% de ma dimension maximale de rendu, ou même moins. 10%, des fois 10%, ça suffit
je vais l'arrêter, 10%, si je relance. Des fois 10% ça suffit largement pour avoir un petit aperçu de l'animation. Et si je peux aussi, par exemple, ça arrive, d'un coup j'ai envie de faire de la 4K, j'ai pas envie de me fatiguer, je fais 200. Et donc là on va passer en 4K. Il accepte, hein, mais il faut le marquer en toutes lettres. Parce que la tirette, si je vais à 90 par exemple, et que je vais au maximum avec la tirette, je suis à 100%. Donc le seul moyen de dépasser 100%, c'est de le marquer à la main. Voilà. Et à ce moment-là, on aura le double des 1920. Là, on est prêt pour le rendu, pour faire un rendu relativement brut de notre logo, parce qu'après, ben, évidemment, on peut post-produire un petit peu l'image pour lui donner un petit look, ce qui est assez recommandable, parce que là, on a quand même un peu du flat, hein, du super blanc, c'est pas très stylisé, donc ça va nous donner un petit peu un rendu brut comme ça, qui est pas très intéressant, qui est un peu fadasse. On peut soit lui ajouter un LUT, comme dans les logiciels de colorimétrie professionnelle, donc je pense notamment à DaVinci Resolve, ou dans Final Cut, hein, il existe des plugins pour rajouter des LUT, ou alors on peut s'amuser à donner un petit look soi-même. On peut le faire dans le Node Compositing de Blender. Il a donc justement une partie qui sert à retraiter ou à compositer l'image comme dans Nuke, qui est relativement sophistiqué, moi je trouve très abouti. Pour ça on va faire un petit essai. Qu'on a notre logo tout fadasse comme ça et on va le post-produire. Il faut savoir que le logiciel Blender sort des images après rendues en 32 bits, donc on a vraiment une qualité de possibilité de traitement qui est juste génialissime. On peut s'en servir et justement notre compositeur peut intervenir sur des images d'une telle qualité. On peut rajouter notamment des informations en utilisant la profondeur, on peut bleuir l'arrière-plan et réchauffer le premier plan, on peut flouter l'arrière-plan, on peut faire plein de choses. Alors, pendant que j'y suis, on peut faire jouer justement la profondeur de champ comme dans un appareil photographique dans Blender. C'est très intéressant ça. Donc si j'imagine que je vais rajouter une nouvelle caméra et j'aimerais un super effet de profondeur. Par exemple, j'aimerais un effet de profondeur si j'ai un point de vue dans cet axe-là. J'aimerais que mon arrière-plan soit totalement flou et puis que je sois net sur ce premier plan. Alors, je vais créer une caméra spécialement pour ça. Alors, je vais recréer une caméra. Shift A, caméra, je vais revenir en arrière, CTRL 0 pour aller à l'intérieur, Shift F pour me déplacer, je vais m'aligner avec le titre, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est un plan qui se déplace comme ça, légèrement au-dessus du logo, avec une belle profondeur de champ. C'est des plans qui sont super intéressants. Alors évidemment, je vais me mettre après, parce que là, pendant l'animation, j'ai programmé des changements de caméra, donc même si je me mets dans la nouvelle caméra, ça va rien donner. Ou alors ce que je peux faire, c'est décider qu'à partir de là, on va venir sous cette nouvelle caméra. Donc je vais rajouter un marqueur. Alors disons qu'à partir de là, je vais venir sur ma nouvelle caméra, momentanément. Je rajoute un marqueur, M, et puis un autre par là. Voilà. Alors ici, je veux ma nouvelle caméra. Donc je reviens dans la timeline, je sélectionne mon marqueur et je fais CTRL B. Sur ce marqueur là, j'ai envie de revenir sur mon plan général, CTRL B. Et là je reviendrai sur la caméra. Parfait. Alors à ce moment là, je veux une petite animation qui commence un petit peu avant. La caméra est ici. Je vais dépasser le moment avec l'animation pour pas que j'ai un arrêt juste avant le changement. Et là, je l'agrandis un petit peu avant. Ce qui fait que quand j'arrive dans le plan, elle est déjà en mouvement. Ce qui est préférable, hein, esthétiquement. Pour aller rapidement dans les options d'animation au niveau des courbes, hein, les possibilités de retraitement d'une animation, c'est contextuel. Donc il suffit simplement ici d'avoir la petite flèche enclenchée. Parce que si on lâche, on voit toutes les courbes d'animation. Et moi, je veux juste voir l'objet qui est actif en ce moment. Donc là, la caméra, et je vois les courbes de la caméra. Si je clique sur la touche, le point dans le pavé numérique, ça va m'agrandir à mort mes courbes. Et alors là, ce que je cherche à voir... Ici, on voit que mon accélération, elle n'est pas linéaire. Et moi, j'aimerais une accélération qui soit linéaire. Pour changer aussi la résolution des courbes, hein, la résolution de comment on regarde une courbe, il suffit de maintenir la touche CTRL du clavier enclenchée et de déplacer avec le bouton central de la souris appuyé à gauche et à droite.
ou en haut et en bas. Alors soit je vais aller à la main en sélectionnant ici le petit gizmo pour la remettre droite, parce que je veux une accélération linéaire, donc je vais faire comme ça et sur celle-ci, ou alors je peux sélectionner les deux, donc ça va sélectionner mes deux clés, et avec la touche V, je vais passer en mode vecteur, ce qui va les aligner toutes seules. Ce qui fait que maintenant je vais avoir une accélération linéaire, un déplacement totalement linéaire entre les deux points, entre les deux keyframes. J'ai un déplacement qui est linéaire, c'est très difficile à voir, mais croyez-moi sur parole, quand on fait de l'animation, ces deux notions-là d'accélération sont relativement importantes. Alors maintenant, la profondeur de champ, je vais devoir utiliser un petit accessoire qui est très pratique dans les options caméra, qui est la limite. Et si je déplace la distance, qui est à 0 ici, on voit que ma limite avance. Et c'est cette information dont Blender va se servir pour changer ma profondeur de champ. Si je reviens ici en plein écran, je vais essayer de montrer tout en même temps. Là, on voit que j'ai la netteté jusqu'au fond, et ma limite va me donner mon point de netteté, mon point focal, en d'autres termes. Donc, ici, ce que j'aimerais, moi, c'est avoir de la netteté sur le premier plan et du flou sur l'arrière. On va pouvoir le post-produire ou l'utiliser directement. Ce sont les paramètres d'aperture qui vont le faire. Donc ici, il faut mettre relativement faible, hein, 0,02, et on a déjà un flou qui est très important. Si je mets 0,2, c'est énorme. Si je vais avoir un petit peu de légèreté, je vais mettre 0,05 et là j'ai une profondeur de champ qui est acceptable. Je vais avoir ma netteté nickel ici et mon flou sur la distance. C'est intéressant d'avoir un plan justement où on a un premier plan très rapproché qui soit très net et l'arrière qui soit complètement flou. Il suffit de jouer simplement sur ce paramètre et on peut avoir un aperçu en temps réel du résultat. Moi, je trouve que cette valeur-là, à cette distance de l'objet, est très acceptable. Donc voilà, on a vu maintenant comment réaliser cette animation de logo pour une intro sur sa chaîne YouTube, ou pour des intros de vidéos quelconques, hein, évidemment. On a vu un petit peu comment se passe la prévisualisation en temps réel de ce genre de mise en place. On a vu l'animation de caméra, le paramètre matériau très simple pour avoir un petit peu de réflexion. On va voir maintenant comment compositer un petit peu cette image pour lui donner un look qui soit un petit peu plus intéressant. Je vais demander une nouvelle fenêtre, hein, pour faire simple. Et on va afficher le node editor. Pour ça, je vais juste faire un rendu rapido. Donc je vais baisser mes paramètres de rendu ici à 200. Je vais faire un rendu. Donc là, on arrive au bout. Alors, je parlais tout à l'heure de qualité de raffinement du sampling pour le rendu. Ici, on est à 200. On voit que ça pourrait presque être suffisant. On a un petit peu de grain. Alors, pour ceux qui adorent le grain, qui ont tendance à le rajouter en post-prod, moi, je conseille de le fabriquer directement en pré-prod. Hein. À ce moment-là, il est pur. Il faut juste animer le seed. Donc, si j'ai 300 images, je vais mettre à ma frame 0 un seed de 0 et je vais, avec la touche I, enregistrer une clé. Et à la fin, à mon image 320, on avait dit à peu près, et ben je vais lui mettre 320 et enregistrer une clé. Ce qui fait que je vais avoir une animation du site, donc de la grille de placement du bruit dans la scène 3D, ce qui fait que je vais avoir un bruit fourmillant comme ça, comme un vrai bruit de pellicule. Ça s'apparente un petit peu à ça. Et à ce moment-là, c'est vraiment cool d'utiliser le bruit de base du calcul du logiciel plutôt que de le rajouter par la suite. Enfin, moi je le trouve relativement naturel à essayer. C'est un bruit qui est très monochrome, donc parfait pour une stylisation du rendu. Et ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite dans le traitement. Donc si on a, ce serait complètement idiot de faire un rendu ultra léché avec du mill sample pour enlever tout le grain, de mettre des plombes pour faire le calcul et ensuite de le rajouter en post-production. Autant l'avoir directement de base, de manière naturelle, économiser du temps de rendu et en bénéficier directement. Alors une fois que j'ai fait mon rendu, je vais retourner dans ma fenêtre de compositing. Je vais lui demander d'utiliser les nœuds. C'est les mêmes nœuds que pour les matériaux, sauf que c'est pour le compositing de sortie. Et je vais essayer de prévisualiser ce que je vois. Alors si vous avez deux écrans, vous pouvez jouer avec les deux écrans, ce qui est très pratique d'avoir la fenêtre de rendu en plein écran et puis de voir ce qui se passe. Alors là, on va jouer qu'avec un seul écran. Je vais lui demander le backdrop, donc il va m'afficher dans le background l'image de mon rendu. Pour ça, je vais ajouter toujours avec Shift A, Output, un viewer. Avec Shift et le bouton de sélection gauche en tiré, on va rajouter un petit nœud.
Là, dans le backdrop, on va voir le rendu du logo. Donc, je vais pouvoir compositer, faire différents effets comme ça sur mon résultat du rendu. Blender va procéder à chaque image au post-traitement, ce qui fait qu'à la fin, on a le film qui est plus ou moins définitif, sans devoir encore plus faire un post-traitement par la suite. Alors évidemment, les experts du domaine diront ouais, mais on préfère avoir un rendu un peu brut et puis ensuite le retraiter dans Nuke, etc. Alors faites-le absolument. Ce que moi j'encourage à faire, c'est d'avoir toute une branche de traitement dans le logiciel Blender, pour s'amuser déjà aussi, prendre un petit peu possession des capacités du Net Compositing directement livré d'origine en open source, donc ça vaut vraiment la peine, c'est gratuit. Et d'enregistrer aussi la sortie brute avec les différentes passes. Donc ça on peut le faire, hein. Il suffit simplement d'ajouter des passes. Ça je vous le montre rapido parce que ça peut rapporter gros. Donc la passe d'ambient occlusion, on peut rajouter. On va pouvoir sortir les index matériaux. Donc les index matériaux c'est ça. Ça permet de changer la couleur d'un objet par exemple ou d'une partie d'un objet qui aurait un matériau spécifique. Ça, passe index. Voilà. Alors je vais lui mettre par exemple 2. Je vais ici demander les matériaux index. Je vais voir que là, j'ai un index matériaux qui va sortir, supplémentaire. Je vais prendre aussi mon sol et je vais lui demander de sortir un index. Voilà, index numéro 3. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est vraiment de la plus-value pour la production. Actuellement, on voit absolument rien, faut refaire le rendu pour que ce soit valable. Ici, on a juste les sorties, mais au moment du rendu, il va nous calculer des passes matériaux qui vont pouvoir être utiles pour créer des masques. Pour, typiquement, là, j'aurais envie de changer uniquement la couleur de mon métal, puis le rendre bleu. J'ai décidé à la fin que je voulais qu'il soit bleu. Et bien, plutôt que de faire un matériau bleu, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon objet matériau ID Mask et je vais l'utiliser comme masque pour changer la couleur uniquement de mon logo, sans affecter le sol ou les ombres, etc. Et donc on peut rajouter encore plein de passes. On va avoir le glossy pour pouvoir traiter que les reflets, etc. Les ombres. Et donc on voit que toutes ces passes se rajoutent et on peut les enregistrer. Par exemple ici je fais File Output, Shift D, Shift D, Shift D, et je vais pouvoir enregistrer mes différentes passes, aussi mon alpha, etc. Et je vais l'enregistrer dans des fichiers distincts. Donc je peux aller paramétrer chaque sortie, un fichier spécifique. Et alors là aussi, une bonne nouvelle, encore pour les experts, vous pouvez changer le format de chaque sortie. Ici PNG, mais on peut aller carrément dans du DPX, Cineon, OpenEXR, et on peut le faire de manière indépendante pour chaque. Donc OpenEXR, RGBA, après on peut enregistrer aussi le Z-Buffer. Et si je reviens ici, je vois que je suis en PNG, alors je peux avoir des sorties, je sais pas, je préférerais avoir certaines sorties en TIFF pour une raison qui m'échappe absolument, mais à mon avis, là, si on veut vraiment avoir une grosse capacité de post-traitement, à ce moment-là, on va tout sortir en OpenEXR, etc. Et chaque sortie peut être indépendamment définie, comme ça, en termes de format. On voit ici qu'on a une petite référence qui nous permet de nous y retrouver, PNG, TIFF, OpenEXR. Mais rien n'empêche ici d'avoir une arborescence de traitement, pour avoir un changement qui est immédiat et pas encore se prendre le chou par la suite sur le post-traitement. Donc ici je vais rajouter un traitement couleur, balance, voilà, j'ai envie de refroidir les ombres et de réchauffer un petit peu le logo. Je peux tout à fait le faire comme ça. J'avais fait un tutoriel qui expliquait justement toutes ces démarches de post-traitement. Mais on peut aussi par exemple rajouter un effet de lens distortion. Alors on va le voir, ici il est très faible, mais si je mets 0,1 pour l'exagérer, on voit qu'on a un effet qui affecte les bords de l'optique, les bords de l'objectif. Enfin, c'est une simulation. Moi j'aime bien la mettre à 0,02, ça donne un petit peu de l'analogie dans le rendu, je trouve ça assez chouette. Et ici, on va utiliser le converteur mat. Je vais distordre à 1. Je vais rentrer là,
Ici je vais copier un viewer pour voir ce que je fais. Greater than. Ça c'est le moyen dans le Node Compositor de Blender de rajouter un vignette. Color, invert. Ok, là on est bon. Et on va un blur. Fast Gaussian. Relative. Ah, voilà, 50%. Ok. Donc là, on a un super vignette. Ce que je peux rajouter encore, c'est un RGB curve qui va nous permettre de lui donner un peu de dynamique. À le rendre un peu plus blanc. À gérer par la suite. Et maintenant, on va le mixer avec un mix. Non, là, c'est un multiply. On va faire comme ça. Je peux rajouter encore un petit glow. Et là, je vais mettre un fog. Voilà, si je le mute, on voit l'effet à droite, ici dans cette partie. On voit que les parties blanches, brillantes, vont avoir un espèce de glow par-dessus. Ça peut donner un effet très satisfaisant aussi. Alors dernière étape, il ne reste plus qu'à rendre cette animation. Ici, la dimension de sortie est réglée. Le nombre de frames, début à fin. On a vu qu'on animait le paramètre seed si on veut du bruit. Si on veut pas de bruit, on monte le sampling à 800 par exemple. Les paramètres de clamp ici pour éviter les firefly. Les paramètres de light pass qui vont faire qu'on va accélérer un petit peu le rendu mais quand même avoir des rebonds de lumière. Pour l'esthétique, c'est bien. Et la taille des tuiles de rendu qui se paramètrent ici. Et moi je recommande 256 pour une utilisation avec une carte graphique pour le calcul en GPU ici. Donc j'ai plus qu'à définir un dossier de sortie. Il suffit de rajouter un nom ici pour qu'il recrée un dossier. En fait, j'avais un dossier de rendu déjà. Voilà, là il me demande de créer un folder et je vais lui donner un nom de fichier pour mettre justement avant la numérotation de chacune des images. Et là je vais sortir du PNG simplement parce que j'aurai pas de perte de qualité et ça me suffit largement pour ce que je veux en faire dans ce cas là. PNG, RGB, 8 bits, ça suffit largement, un peu de compression et on n'a plus qu'à cliquer sur la touche d'animation. Il va nous calculer chacune des images tranquillement, appliquer le post-traitement à chacune image à mesure qu'elles sont calculées et les enregistrer dans le fichier qu'on a défini. Et si vous avez besoin effectivement d'avoir le résultat avec la qualité d'origine sans le post-traitement, il suffit de sortir la première des sorties, ici le nœud, dans un fichier séparé pour bénéficier de chacune des images sans le post-traitement. Alors voilà, si vous avez apprécié ce tutoriel, ça me ferait super plaisir que vous le partagiez ou que vous y mettiez un petit pouce bleu. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans un prochain épisode, très rapidement. Merci.